Bonjour Maxime. Donc nous avons prévu normalement 3 émissions sur Georges Pompidou. Je précise que ces émissions sont indépendantes. Cela va nous permettre de retracer son parcours qui est remarquable. Bonjour Joris et bienvenue aux auditeurs de la Maïeutique qui viennent sur notre chaîne pour réfléchir et trouver de l'information qu'on ne trouve pas ailleurs. Sachant que nous sommes des hommes de service public et que nous agissons pour le service de notre pays et nous n'avons aucun intérêt personnel. Donc Maxime, nous avons eu un événement tout particulier à Albi en lien avec la vie de Georges Pompidou et vous êtes ici aujourd'hui pour nous en parler. La ville d'Albi a commémoré officiellement le 2 avril 2024 le 50e anniversaire de la disparition du président Pompidou. J'ai joué un rôle très actif dans cet événement, à l'hôtel de ville, avec Jacques Godefroy, en communiquant à la maire d'Albi un dossier que j'ai constitué avec des photos, des lettres, une enquête que j'ai menée aussi auprès de la famille du président Pompidou et dont je vais faire état sur notre chaîne aujourd'hui. Et puis j'ai organisé, et vous y avez participé, Joris, un événement dans la maison du 8 rue des Chalets à Albi, où le jeune Pompidou a été élevé de 1920 à 1928. D'ailleurs, peut-être pour les Albigeois qui nous écoutent, et les Albigeoises, peut-être pouvons-nous commencer par quelques précisions. Les Pompidou ont habité à Albi de 1912 à 1936. Mais Georges, lui-même, y a habité de 1912 à 1928, date à laquelle il a quitté Albi pour le lycée qui s'appelle aujourd'hui Pierre de Fermat à Toulouse. Ils ont habité dans 2 endroits différents. Je dis ça pour les Albigeois, en plein centre-ville de 1912 à 1920, à la rue Salvan de Saillès, puis à partir de 1920 jusqu'en 1928, dans une seule adresse, contrairement à ce qu'on a écrit, d'ailleurs il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont circulé, au 8 rue des Chalets, et l'événement qui a provoqué le déménagement, c'est la naissance de Madeleine Pompidou, la petite sœur de Georges. La famille s'est agrandie, elle s'est aussi agrandie au grand-père d'Auvergne, M. Chavagnac, qui a perdu sa femme et qui est venu habiter avec eux et qui a cultivé le jardin, car vous avez vu l'autre jour, vous étiez là, Joris, il y a un très grand jardin qui avait été transformé en potager. Je voudrais signaler que, à la rue Salvan de Saillès, en 1914, Georges, qu'on appelait Georgiou à l'époque, avait 3 ans. Son papa était mobilisé sur le front de Salonique, Léon Pompidou, et donc il vivait seul avec sa maman, et sa maman lui a appris à lire. Elle enseignait, Madame Pompidou enseignait au collège, qui est dans cette rue, un peu plus loin, les sciences, et il savait lire couramment à 3 ans. Alors après, son esprit s'est envolé, et il est devenu virtuose dans tous les sujets, et nous allons en reparler. Alors oui, j'attire d'ailleurs l'attention de tout le monde, parce que pour préparer cette émission, il a fallu évidemment se plonger dans la vie de Georges Pompidou, donc dans la France des années 1911, année de sa naissance, voire même avant les années 1900, puisque dans le livre bibliographique que vous m'avez passé, il y avait la rencontre des parents de Georges Pompidou, et c'est justement très intéressant ce retour en arrière, parce que cela nous montre l'enfance de ces années, le système éducatif, les valeurs et la relation qu'avaient les élèves au travail scolaire. Et disons, il était le premier de sa classe au lycée d'Albi, qui ne s'appelait pas encore à l'époque lycée La Pérouse, mais lycée Gambetta, et il entendait le rester. Il était premier, il voulait le rester. J'ai des lettres que je lirai tout à l'heure où il montre à sa tante d'Auvergne qui veut rester premier. Mais je crois que c'est une autre époque, la Troisième République, les instituteurs, moi je les appelle les hussards noirs de la République, nous allons les voir, je crois, à l'écran, les parents de Georges Pompidou, regardez-les, ils sont impressionnants, tout en noir, ils ont beaucoup d'allure, Léon Pompidou et son épouse, née Marie-Louise Chavagnac, tous les deux originaires du Cantal. Je voudrais vous les présenter parce que
C'est ce qui explique l'éducation. Et cette éducation est centrée sur l'école et la famille. Et effectivement, vous avez raison, la compétition scolaire. Mais nous verrons que cette compétition scolaire avait plutôt des effets positifs. Oui, alors ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette enfance de Georges Pompidou, c'est qu'il est très facile de se projeter. De s'y projeter aussi bien en tant qu'élève, pour comprendre comment faire pour arriver dans la vie, et de se projeter aussi en tant que parent. Je pense que cette bibliographie peut donner des clés aux parents qui se posent des questions sur l'éducation de leurs enfants et du rapport à l'école à donner. Alors pour clarifier ma pensée, je lis pas mal de bibliographies de personnes connues qui ont un parcours atypique. Et justement, un parcours pour lequel il est très difficile de se projeter, c'est celui du patron de SpaceX, que tout le monde connaît. La clé du parcours de Georges Pompidou, c'est qu'il a été mis sur les bons rails et qu'il a eu l'intelligence et la capacité de les suivre. Alors, vous avez complètement raison. Et c'est pour ça qu'il faut revenir à Léon Pompidou et Marie-Louise Chavagnac. Parce que ce sont des familles, d'abord, de paysans et de maquignons. Les Chavagnac sont des maquignons de Montboudif. D'ailleurs, Pompidou est né dans la maison des Chavagnac, qui donne sur le monument aux morts du petit village de Montboudif, qui se trouve à proximité du Puy-de-Dôme. Je connais très bien ce secteur, puisque j'ai vécu à Clermont-Ferrand. Et Léon Pompidou, lui, est un fils de valet de ferme. Valet de ferme. Du même lieu, à quelques kilomètres près. Donc des familles qui sont proches, qui sont profondément terriennes, paysannes, et dans lesquelles la réussite passe par l'école et devenir instituteur. Devenir instituteur, c'est, sous la Troisième République, la promotion sociale. Ils sont devenus tous les deux instituteurs de l'école normale d'Aurillac. Et je voudrais signaler quelque chose qui est peu connu et qui est essentiel pour comprendre la psychologie de Georges Pompidou, et nous y reviendrons dans le courant de nos émissions. Sa maman, Marie-Louise, pour aider une amie qui est atteinte de la tuberculose, lui apporte les cours, la tient au courant, et elle attrape elle-même la tuberculose. Et quand elle sera à Albi, il y a un moment où elle ne pourra plus enseigner à cause de la tuberculose. Elle est malade. Et nous avons des lettres de Georges écrites à Louis le Grand, où il est très inquiet de la santé de sa maman. Alors, je reviens, ces deux instituteurs commencent leur carrière ensemble à Murat, qui est un gros bourg sur la route du Lieu-Rance, avant le tunnel qui va vers Aurillac. Et pour aller dans le sens de ce que vous disiez, ces deux instituteurs veulent devenir des professeurs. Et grâce à leurs efforts, ils deviennent ce qu'on appelle à l'époque professeurs du primaire supérieur, Léon Pompidou en espagnol et Marie-Louise Chavagnac en sciences. Et vous parliez des rails, oui, parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, Léon, il voudrait devenir professeur agrégé. Mais la guerre de 14 l'en empêche. Il est mobilisé, il ne peut pas devenir professeur agrégé. Mais il aura une ténacité extraordinaire. Il va être l'auteur ici à Albi du Pompidou, qui est un dictionnaire franco-espagnol qui fera autorité à l'époque. Et il aura la Légion d'honneur à ce titre-là. Et puis, c'est un socialiste jaurétien. Et donc, ça va dans le sens de ce que vous disiez, les rails, c'est-à-dire l'instruction, l'élévation du niveau par l'instruction publique. On pourrait dire peut-être le socialisme, au sens de Jaurès, par l'instruction. Et il sera l'animateur du parti de Jean Jaurès à Albi. Alors, les rails, oui, je suis d'accord avec votre idée. Pour eux, leurs petits garçons, puis leurs petites filles, il faut en faire des agrégés. Et il faut leur donner le goût de devenir des agrégés. Donc, oui, les rails et en même temps la famille. Parce que, on va le voir dans les lettres que je vais vous lire dans un instant, Georges Pompidou informe de ses résultats scolaires sa tante de Montboudif. Et il lui dit « Renvoie-moi la lettre que je t'envoie pour que je puisse l'envoyer à Mémé et à une autre tante. » C'est-à-dire qu'en fait, toute la famille est organisée
et unis autour des succès scolaires de Georges et plus tard de sa petite sœur Madeleine. Donc nous avons eu plusieurs témoignages de cette époque, des témoignages que l'on ne trouve pas dans les livres. Alors vous avez participé à la réunion que j'ai organisée dans la maison qui se trouve à 500 mètres de ce studio, n'est-ce pas, où nous avons eu des amis très attachés à la mémoire de Georges Pompidou. Et le soir, vous n'étiez pas là, mais j'ai reçu des dames d'un certain âge d'Albi qui elles-mêmes sont arrivées avec des souvenirs de leur maman sur les Pompidou, et notamment sur Léon Pompidou. Un professeur qui était très attaché à ses élèves et très attaché au service de ses élèves. Oui, il acceptait de recevoir des copies en retard et de les noter quand même, et de se mobiliser pour modifier son confort personnel pour que ses élèves ne soient pas pénalisés. J'ai une lettre sous les yeux, signée de Georges le 29 décembre 1920, écrite à Albi, et qui a été écrite dans cette maison que vous connaissez, qui est à 500 mètres d'ici. Oui, il avait 9 ans, c'est important de le préciser. Il avait 9 ans, exactement. Et il écrit à sa tante de Montboudif, c'est-à-dire la dame qui est propriétaire de cette maison où il est né, et qui est juste en face le monument aux morts. « Chère tante, je te souhaite une bonne année, vas-tu toujours bien? Je te remercie beaucoup de tes 20 francs. Papa m'en achètera le mécano numéro 2 si je suis reçu aux bourses. J'ai eu un très bon Noël. Le mécano numéro 1, un beau livre intitulé « Les contes d'autrefois » et un sac plein de bonnes choses pour manger. Je joue bien avec mon mécano. Rien qu'avec ce numéro, je peux faire plus de 100 jouets. J'aime bien ma petite sœur, elle n'est pas trop méchante et je me plais bien de la promener dans le jardin. Par parenthèse, le jardin, c'est bien le jardin du 8 rue des Chalets, il n'y en a pas aux 44 rue Salvant de Saliès, ce qui prouve qu'à cette date-là, ils sont bien installés aux 8 rue des Chalets, et non pas au 15 comme on l'a écrit, avec un manque de rigueur choquant. Le 15, c'était l'adresse des bailleurs. Enfin, peu importe. Alors écoutez bien parce que là on est au cœur du sujet. J'ai fait un bon trimestre. J'ai été le premier aux compositions de français, calcul, leçons de choses, histoire et géographie, lecture, récitation et second. Ce qui est extraordinaire, vous voyez, il fait une faute d'orthographe à second, il la corrige. Il écrit T, puis après il corrige avec un D. Second en écriture. Nous n'avons pas encore reçu le bulletin trimestriel, mais je pense qu'il sera bon. Nous te l'enverrons. Papa est assez content, mais il voudrait que je continue pendant le 2e trimestre. Tu peux être sûr que je ferai de mon mieux. Viens le plus tôt possible pour pouvoir assister à la distribution des prix, car je pense en avoir encore plus que l'année dernière. Une fois de plus, je t'embrasse de tout mon cœur, ton bien cher neveu, Georges. Voilà ce que le petit garçon de 9 ans écrit à sa tante. Et on voit bien que la famille et la compétition scolaire, et ce que vous avez dit, les rails, sont tracés pour élever sans arrêt le niveau. C'est une lettre des archives nationales que j'ai à titre confidentiel, elle ne peut pas être diffusée. Mais elle éclaire bien, alors je l'ai par la fille de Madeleine Pompidou, avec qui je suis en relation, et je lui ai demandé justement de me donner des lettres qui montrent à quel point l'éducation au sens scolaire et le travail scolaire étaient importants. Parce que j'ai voulu, et je vais vous lire une autre lettre qui est encore plus convaincante, et le jeune garçon a 12 ans, elle est du 22 décembre 1923, j'ai voulu montrer que le portrait qu'on a parfois tracé de Pompidou, du jeune homme dilettante et surdoué, était largement faux. Il travaillait beaucoup, et sa sœur Madeleine travaillait énormément aussi. Alors peut-être qu'après, il se donnait un air, sans doute, dilettante et surdoué, c'est tout à fait normal, mais il y avait beaucoup de travail là derrière.
Alors, une autre lettre qui montre à quel point la compétition peut devenir dure au lycée d'Albi. Albi, le 22 décembre 1923. Chère tante. Alors, je vous passe, la lettre est assez longue. Il la remercie pour une boîte de bonbons en me disant qu'elle les a trop gâtés, que la boîte est trop grosse. Et il enchaîne en disant « Cette année, j'ai plus de travail que l'année dernière. J'ai d'ailleurs 2 nouveaux concurrents redoutables, très redoutables même. Ils sont passés directement de 6e en 4e. Mais cela ne les empêche pas d'être des premiers. Jusque-là, je n'ai pas eu pour les surpasser trop de travail à cause de leur retard. Mais je suis un des rares à ne pas m'être laissé dépasser. Et je crains bien d'être relégué à mon tour au 3e rang si je ne travaille pas avec courage. Si je ne travaille pas avec courage. En grec, je travaille assez bien. Cela m'a paru au début très difficile, mais c'est aussi très intéressant. D'ailleurs, si je veux être premier, il me faut beaucoup travailler, car je suis serré de près par Fieux, le meilleur de ceux qui ont sauté la 5e. Alors Fieux deviendra inspecteur d'académie, il deviendra le meilleur ami du président Pompidou à Albi. Quand le président Pompidou était à l'Élysée, il lui arrivait de l'appeler pour lui demander son avis, et il lui a même proposé le ministère de l'Éducation nationale, alors que Fieux était un socialiste convaincu de la famille de Jean Jaurès. Bon, Fieux a refusé d'ailleurs, et il était avec Pompidou à Normal Sup. Mais voyez, voilà la démonstration que des concurrents qui se disputent les prix deviennent ensuite, par, j'allais dire, la magie de la fraternité républicaine, d'excellents amis. Hein. Et d'ailleurs, c'est si vrai que quand vous regardez, nos auditeurs peuvent le regarder sur leur téléphone, la visite de Georges Pompidou à Albi en 1970, il est président de la République, il vient pour présider l'association des amis du lycée, et c'est Fieux qui présidait cette association qui lui a demandé de venir la présider. Donc une amitié qui a été forgée dans, on pourrait dire aujourd'hui, la compétition scolaire ou l'émulation scolaire. Oui, c'est exactement ce qui m'a marqué. C'est-à-dire que durant un temps, j'ai l'impression, surtout après les années 68, on va dire que pousser à la compétition, pousser à l'excellence, ce n'est pas forcément bien vu. Il y a toute une idée derrière où on a l'impression que l'on cherche à écraser les autres. Et ce n'est pas facile en tant que parent de savoir quoi dire à son enfant. Et à la fin de cette histoire, on voit justement que ces compétiteurs sont des amis et de grands amis, qui seront en contact même toute leur vie. Bien, disons, Léon Pompidou était un homme extrêmement gentil et généreux, mais il plaisantait pas avec les devoirs et les leçons. C'est-à-dire qu'il fallait être à l'étude jusqu'à l'heure du dîner. Et c'est si vrai qu'un jour, près de la voie ferrée, vous avez un bâtiment où il y a marqué « Éducation nationale », c'était le siège de l'inspection d'académie. Et il croise l'inspecteur d'académie, qui le connaît, qui lui dit « Alors, monsieur Pompidou, comment va Georges ?» Et Léon Pompidou se renfrogne un peu et dit « Georges ne réussira pas dans la vie parce qu'il ne travaille pas assez. » Alors, l'inspecteur d'académie lui dit « Mais il est doué, il est... » « Oui, mais monsieur l'inspecteur d'académie, c'est pas à vous que je vais expliquer que ce qui compte dans la vie, c'est le travail. » Oui, alors qu'il était très jeune. Quel âge il avait à peu près, Georges Pompidou ? Alors, Pompidou avait... je n'ai pas l'âge, mais c'est 12 ans, 13 ans, quelque chose comme ça. Ou 14 ans peut-être. Et en fait, derrière ce « il ne réussira pas parce qu'il ne travaille pas assez », il y a le fait que Georges sortait le soir un peu avant le dîner pour aller faire un petit tour. On peut imaginer aussi qu'il allait voir un peu les filles, enfin des choses comme ça, mais des choses très innocentes et banales. Mais son papa considérait qu'il devait rester à l'étude jusqu'à... Voilà. Et dans les contacts que j'ai eus avec la fille de Madeleine Pompidou, qui a vécu avec son grand-père à Paris, c'est son grand-père qui s'occupait des devoirs et des leçons, il était très gentil. Mais il fallait vraiment être sérieux à l'école.
Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors, vous retrouvez ensuite la même histoire à l'agrégation de lettres classiques. Georges Pompidou est reçu premier à l'agrégation de lettres classiques, après avoir fait Normal Sup. Et le jury écrit, je cite, « Nous n'avons pas pu lui donner une autre place que celle de premier, même s'il est sorti 1 heure avant la fin de l'épreuve. » Même s'il est sorti 1 heure avant la fin de l'épreuve. Et Pompidou va voir son résultat, donc c'est affiché. Il y a un membre du jury qui lui tombe dessus, qui lui dit « Pompidou, bon, c'est bien, mais vous ne travaillez pas assez. » Et moi, je crois qu'en réalité, il travaillait beaucoup. Et c'est la déduction que j'ai faite de ces textes, de ces lettres, et des témoignages que j'ai eus aussi sur Madeleine Pompidou. Et j'en ai tiré un enseignement sur l'homme d'État. C'est que tous ceux qui ont connu Pompidou, au cabinet du général de Gaulle, au Conseil d'État, au Conseil constitutionnel, à la Banque Rothschild, à Matignon, à la présidence de la République, vous avez le témoignage de Pierre Mesmer, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le net, tous disent, il avait une caractéristique, quand il abordait un sujet, il allait tout de suite à l'essentiel. Non seulement il ne se perdait pas dans les détails, mais son esprit n'était pas analytique, en tout cas au sens, en apparence. Il allait à l'essentiel, c'est-à-dire qu'il voyait dans un sujet ce qui avait essentiel. Alors, moi je suis persuadé que derrière ça, il y avait beaucoup de travail. C'est que c'est le travail qui l'avait formé à voir l'essentiel et à laisser tomber l'accessoire. Donc, moi je pense que c'est le travail de l'école et des parents, instituteurs, professeurs, qui lui ont appris ça. Donc je suis d'accord avec vous sur les rails, ce sont des rails, mais ce sont des rails qui débouchent sur du génie. Super Maxime, merci, c'était vraiment un bon moment.